Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de la responsabilité administrative pour faute. Effectivement, en matière de responsabilité administrative, le principe, c'est la responsabilité pour faute. Il existe certes des cas de responsabilité administrative sans faute, mais le régime ordinaire de la responsabilité administrative, c'est la responsabilité pour faute. Et donc, pour engager la responsabilité de l'administration, la victime doit, en principe, prouver que l'administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Il faut donc réunir trois conditions: la faute de l'administration, un préjudice, un dommage subi par la victime, et enfin le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et concernant plus spécifiquement la faute, eh bien il faut savoir qu'on effectue une distinction entre la faute de service et la faute personnelle. Cette distinction, c'est la base de tout le régime de la responsabilité administrative pour faute. Commençons par définir ce qu'est la faute de service. La faute de service peut être définie comme un dysfonctionnement dans l'organisation ou le fonctionnement normal du service public. Donc en gros, le service public n'a pas fonctionné correctement. Il n'a pas fonctionné comme on était en droit d'attendre qu'il fonctionne. Ça peut être par exemple une décision de l'administration qui a causé un préjudice. Par exemple, on peut penser à la révocation irrégulière d'un fonctionnaire. Ça peut être une erreur de l'administration. On pourrait penser par exemple à un hôpital public qui commettrait une erreur médicale. Ça peut être des renseignements inexacts fournis par un agent de l'administration. Ça peut être une mauvaise surveillance, par exemple d'un détenu ou d'un élève. Ça peut même être une absence de décision alors que l'administration aurait dû agir. Par exemple, dans une affaire où un détenu avait des tendances suicidaires, eh bien les juges ont retenu la faute de l'administration parce que celle-ci n'avait pas pris les mesures suffisantes pour éviter le suicide du détenu. Elle aurait dû agir, mais elle n'a pas agi. Et la faute de service, ça il faut le comprendre, elle peut résulter d'un mauvais fonctionnement global du service, sans qu'on puisse identifier un agent de l'administration en particulier, ou bien d'une faute commise par un agent en particulier dans le cadre du service. Vous comprenez bien que quand on parle d'une faute de l'administration, souvent, ça sera un agent de l'administration en particulier qui commettra la faute. Mais même si c'est un agent en particulier qui a commis la faute, eh bien, on rattache cette faute à l'administration parce que l'agent a commis la faute dans le service. C'est un peu comme si l'agent n'était qu'un instrument du service. Et donc, que la faute de service résulte d'un mauvais fonctionnement global du service ou d'une faute d'un agent en particulier, eh bien, dans les deux cas, elle engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Donc ça, c'est la faute de service, et donc la faute de service doit être distinguée de la faute personnelle qui, elle, engage la responsabilité de l'agent qui a commis la faute devant le juge judiciaire sur son patrimoine propre. Et donc, on va parler de ça maintenant. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez mieux comprendre et pouvoir apprendre efficacement le droit administratif, vous avez dans la description de cette vidéo mes 20 fiches de droit administratif. Ces 20 fiches, elles sont claires, elles sont synthétiques, elles sont également complètes, elles contiennent tout ce que vous devez savoir pour réussir vos examens en droit administratif. Et donc, si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description. On reprend donc avec la faute personnelle. Qu'est-ce que la faute personnelle ? La faute personnelle, c'est une faute qui est imputable à l'agent lui-même.
En fait, on considère que la faute ne peut pas être rattachée à l'administration parce que l'agent l'a commise en tant qu'individu, sans rapport avec la fonction qu'il occupe. Et plus précisément, la faute personnelle recouvre deux possibilités. La faute personnelle, c'est la faute commise par l'agent public, soit en dehors du service, c'est-à-dire en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, l'accident causé par un militaire en permission avec son véhicule personnel. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit, deuxième possibilité, dans le cadre du service, mais qui est particulièrement grave. Donc en fait, la faute est tellement grave que même si elle est commise dans le service, eh bien on considère qu'elle se détache du service et qu'on ne peut donc pas l'imputer à l'administration. Donc là, on peut citer plusieurs exemples. Par exemple, l'organisation d'un exercice de tir à balles réelles par un officier au risque d'exposer à la mort les soldats présents en l'absence de toute nécessité. Ou encore le refus de se rendre au chevet d'un malade de la part d'un médecin hospitalier de garde, alors que l'état inquiétant du malade lui avait été signalé à plusieurs reprises. Ou encore par exemple des violences de la part d'un fonctionnaire, ou même un détournement de fonds. Ça, c'est donc la faute personnelle, et donc, comme je vous le disais plus tôt, la faute personnelle engage la responsabilité de l'agent auteur de la faute. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement, une victime qui engage la responsabilité de l'agent, pour être indemnisée, elle ne peut compter que sur le patrimoine personnel de l'agent. Et ce patrimoine, il est souvent insuffisant pour réparer le dommage. Et donc, afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le juge, la jurisprudence, a élaboré la théorie du cumul de responsabilités qui permet à la victime, dans certaines hypothèses, de demander réparation de l'intégralité de son préjudice, soit à l'agent, soit à l'administration. Donc la victime va pouvoir agir au choix contre l'agent ou contre l'administration. Ça concerne deux hypothèses différentes. Première hypothèse, si à la fois une faute personnelle et une faute de service sont à l'origine du dommage. Ça, c'est l'arrêt Anguet de 1911. Et donc, dans cette hypothèse, la victime aura le choix d'actionner soit l'agent, soit l'administration pour obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice. Et puis, deuxième hypothèse, c'est si seule une faute personnelle est à l'origine du dommage, mais qu'elle a été commise dans le cadre du service, ou bien en dehors du service, mais qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Et donc là encore, dans cette hypothèse, la victime pourra agir au choix contre l'agent ou contre l'administration. Et donc ça, c'est les arrêts Lemonnier de 1918 et Mimer de 1949. Donc, si on synthétise un petit peu tout ça, on peut dire qu'en définitive, peuvent permettre d'engager la responsabilité de l'administration. D'abord, la faute de service, ça c'est vraiment la base, mais aussi la faute personnelle accompagnée d'une faute de service. C'est la première hypothèse qu'on avait citée, si à la fois une faute personnelle et une faute de service sont à l'origine du dommage. Donc lorsque la faute personnelle est accompagnée d'une faute de service, eh bien la victime pourra, si elle le souhaite, agir contre l'administration. Également, la faute personnelle commise dans le cadre du service. Si seule une faute personnelle commise dans le cadre du service, là encore, la victime pourra actionner l'administration. Et puis, enfin, la faute personnelle commise
en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec le service. Hein, la faute personnelle commise en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec lui. Et donc, dans toutes ces hypothèses, la victime pourra, si elle le souhaite, décider d'agir contre l'administration plutôt que contre l'agent. Et ce n'est que lorsque le dommage est dû à une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service que la victime ne peut agir que contre l'agent. Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais l'administration a été condamnée à indemniser la victime d'une faute personnelle? Eh bien, dans un tel cas, l'administration peut ensuite se retourner contre l'agent auteur de la faute personnelle pour obtenir le remboursement total ou partiel de l'indemnité versée à la victime. C'est ce qu'on appelle une action récursoire. Et plus précisément, il faut distinguer deux situations. Lorsque le dommage a été causé à la fois par une faute personnelle et une faute de service, l'administration peut se retourner contre l'agent pour obtenir le remboursement d'une partie de l'indemnité versée à la victime. Et puis, lorsque seule une faute personnelle a causé le dommage, et bien cette fois-ci, l'administration peut se retourner contre l'agent pour obtenir le remboursement de l'intégralité de l'indemnité versée à la victime. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. C'est très important, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.